Hi guys! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Times New Romance, le podcast qui décrypte des sujets autour de la romance et de la fantasy. Aujourd'hui on va pas parler de ces deux sujets-là, en fait on va plutôt essayer de répondre à la question: les maisons d'édition nous prennent-elles pour des pigeons? Prenez à boire et à manger, et sur ce, c'est parti! Avant toute chose, j'aimerais poser un petit cadre autour de cet épisode. L'objectif, c'est absolument pas de détruire des maisons d'édition, de les clasher ou quoi que ce soit. C'est simplement de pointer du doigt certaines pratiques que certaines maisons d'édition ont et qui, à juste titre, peuvent frustrer les lecteurs. Mais vous inquiétez pas, on va aussi parler des bonnes pratiques qu'elles ont. Voilà, on va faire un petit peu des deux. Le but, c'est pas non plus de parler que du négatif. Entre marketing douteux et coup de génie, les maisons d'édition françaises ont un certain talent à nous frustrer parfois, mais aussi à nous séduire. Et commençons déjà avec une pratique qui m'énerve au plus haut point, le découpage artificiel des tomes. Certaines maisons d'édition coupent des tomes de saga en deux. Elles justifient ça notamment par le fait que ça permet d'avoir une traduction plus rapide et donc de satisfaire les lecteurs quant au délai d'attente qu'il peut y avoir parfois entre la sortie d'un livre à l'étranger et sa traduction en français. Dans Livre Hebdo, on peut lire: cette pratique, souvent motivée par des considérations commerciales, entraîne un prix final plus élevé pour le lecteur français. Et oui, parce que vous en doutez, c'est pas parce qu'ils sortent deux livres qu'ils vont les faire à moitié prix. Au contraire. Prenons l'exemple de la maison d'édition PKJ avec la saga Assoiffé. Des tomes coupés en deux à l'appel, ce qui fait que le lectorat français a dû payer une somme bien supérieure au prix de la saga en anglais. Très honnêtement, j'ai plus les chiffres en tête, mais je vous les afficherai à l'écran. Et c'est notamment cette histoire qui m'a poussée à vous parler de cette pratique-ci, qui je trouvais un petit peu douteuse. Certes, il y a un intérêt à fournir une suite d'une saga plus rapidement pour le lecteur. En revanche, on parle aussi d'un double coût financier pour des livres qui sont souvent beaucoup moins fournis que d'autres. Donc au final, est-ce que cette technique n'est pas un petit peu un moyen de faire payer plus cher le lectorat français? Je pense qu'on peut dire que si. Même si ça part de bonnes intentions, l'impact financier reste le même. Surtout que les tomes découpés restent découpés indéfiniment. Voilà mon point de vue. Et peut-être qu'il est un petit peu idéaliste, je ne travaille pas en maison d'édition, mais personnellement, si j'avais le pouvoir d'en avoir une, voici comment je ferais. Déjà, si effectivement la traduction d'un ouvrage n'est pas possible directement à la sortie, même si on sait que si ça se fait aujourd'hui d'avoir des sorties simultanées en anglais et en français, effectivement, je pourrais considérer le fait de découper un tome en deux. Certes, ça entraînera plus de frais pour la maison d'édition et pour les lecteurs, mais attendez, je n'ai pas fini mon histoire. Admettons donc que le livre en soi ait été découpé en deux tomes distincts. Eh bien, je pense que envisager une réédition quelques mois, voire un an après, serait une bonne solution de proposer au lectorat qui n'aurait pas encore acheté le livre de l'acheter à moindre coût. Ce n'est que mon avis, et effectivement, ça frustrerait quand même les lecteurs qui ont acheté le tome en deux parties, mais il faut payer le prix de l'urgence, et donc à ce moment-là, on paye plus cher pour avoir la suite plus rapidement. Mais pour les lecteurs plus patients, on peut fournir une version moins chère en un seul tome. Ce n'est que mon avis, je sais absolument pas si c'est possible, là c'est absolument que de la spéculation, mais voilà comment est-ce que je procéderais si j'étais une maison d'édition. Le deuxième sujet autour des maisons d'édition, c'est les défauts de traduction et de correction. Alors là les gars, j'en ai de très beaux exemples dans mon décor. Suivez mon regard. Je pense que vous savez, que je sais et que nous savons et qu'ils savent. Certaines traductions sont bâclées, mal faites et enlèvent même tout le sens à l'œuvre originale. Et ça frustre le lecteur. Quand il y a un manque de relecture ou une traduction trop rapide pour coller à la tendance, on voit très clairement la qualité se dégrader dans les ouvrages qui paraissent. Dans Actualité, on peut lire: une traduction précipitée peut aboutir à des incohérences ou à une perte de la voix de l'auteur original. En bref, quand les maisons d'édition françaises tentent de surfer sur le buzz d'un livre anglophone, ça peut mener à des traductions franchement douteuses, et donc à une déception du public. Les corrections sont négligées puisque le planning de sortie est très serré et que, attention, il faut suivre la tendance, et la tendance, c'est très éphémère. Très honnêtement, je pense que j'ai pas d'avis là-dessus. Simplement, les maisons d'édition, faites mieux votre taf. Voilà. Je sais pas, engagez plus de traducteurs, faites plus de corrections, mettez plus de délais aussi peut-être dans les sorties. Certes, ça a un enjeu marketing puisqu'il faut surfer sur la vague du buzz du livre, mais à quel prix ? Lorsque les lecteurs finissent par être dégoûtés d'une saga avant même que les autres tomes ne soient parus puisque le premier a été mal traduit, au final, je pense qu'on perd plus d'argent en décevant le lectorat que en faisant un travail qui soit correct dès le départ. Un autre souci que l'on relève très souvent dans les maisons d'édition françaises, c'est le problème de la production à la chaîne. Quand les maisons d'édition privilégient la quantité à la qualité, ça se ressent. Et le lectorat en ressort souvent frustré.
Dans Le Monde des livres, on peut lire « Cette industrialisation de la production littéraire peut nuire à la quantité éditoriale et à la relation avec les auteurs. » Et oui, parce que si la maison d'édition se fait bâcher par les lecteurs, les auteurs aussi sont déçus de voir leur ouvrage aussi peu retravaillé, mal marketé et un petit peu lancé dans la foule où la durée de vie va être franchement courte puisque on va directement enchaîner avec les sorties suivantes. À cet égard, j'aimerais soulever les pratiques d'une maison d'édition qui fait tout l'inverse. Les éditions Nessian. Les éditions Nessian, ils ont une politique très simple, c'est qu'ils font très peu d'ouvrages par an. Il me semble que ça tourne autour des 3-4 et encore. Mais par contre, ce sont des ouvrages où ils vont être pleinement dans la production de ce livre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des box de qualité, on reviendra sur ce sujet, un marketing et une communication qui va être très claire et très forte, et donc un accompagnement des auteurs qui va être aussi beaucoup plus présent que dans d'autres maisons d'édition plus industrielles. Alors à cet égard, on tire notre chapeau aux éditions Nessian, ils font du super bon boulot. Et justement, on parlait des box, est-ce qu'on peut parler des box qui déçoivent les lecteurs ? Et ça aurait été déloyal de lancer PKJ sur l'exemple des tomes découpés, alors parlons clairement, la box Romantasy de Brajlon a grandement déçu les lecteurs. Une édition pas collector, des goodies bâclés. Au final, la première édition de cette box Romantasy que tout le monde s'arrachait s'avère être un véritable désastre. Désastre qui se répercute d'ailleurs sur la deuxième édition de cette même box, où les retours des lecteurs ont certes été entendus et pris en compte. On a un changement colorimétrique au niveau de l'ouvrage, c'est toujours ça. Des goodies un petit peu plus travaillés, mais pour autant, la box ne se vend pas. Et ça prouve que de la même manière que la traduction d'un premier tome d'une saga est extrêmement importante pour accrocher le lectorat, la première édition d'une box est également essentielle pour que les gens rachètent et consomment de nouveau les produits. J'ai trouvé dans un article de Sens Critique l'avis d'un lecteur qui a été cité. Il dit « Les goodies étaient cheap et le livre n'était même pas une édition exclusive, ce qui a laissé un goût amer. Effectivement, quand on achète une box une quarantaine d'euros, on s'attend à avoir des goodies de qualité et un livre exclusif collector. Et pas un livre qui sera réimprimé 6 mois plus tard. En fait, le problème de ces box-là, c'est qu'elles ont une incohérence marketing dans le but même du produit. La box, elle est là pour offrir une expérience premium. Elle est là pour le segment un petit peu plus aisé du lectorat qui peut s'offrir une box un petit peu plus chère. Et lorsque l'on met un certain prix sur une box, on s'attend à voir l'expérience qui va avec. Certes, Brajlon n'a pas mis un prix absolument exorbitant, 40 € pour un livre et des goodies, ça reste quand même assez cher. Donc au final, cette incohérence marketing leur aura coûté un sacré bad buzz. Et même s'ils tentent de se rattraper après, il faudra un certain moment avant que le lectorat leur refasse confiance et réachète la box avec le même engouement que la première. À ce sujet d'ailleurs, j'aimerais qu'on relève une pratique que je trouve extrêmement bonne, non pas chez les maisons d'édition, mais chez les auteurs auto-édités. Les campagnes de financement Ulule sont en général un excellent moyen d'avoir des livres exclusifs avec des goodies de très bonne qualité. Alors certes, il y en a moins, puisqu'il y a peu d'auteurs qui osent se lancer dans l'aventure du crowdfunding, donc du financement participatif, mais très honnêtement, pour toutes les campagnes Ulule auxquelles j'ai pu participer, je me suis retrouvée avec des livres qui étaient très beaux et des goodies qui étaient très travaillés, et ce pour le même prix qu'une box littéraire. Alors au final, est-ce qu'il vaut mieux miser sur des maisons d'édition qui ont un but industriel ou des auteurs qui tentent de vivre de leur plume? Ça, c'est à vous de le décider. En tout cas pour ma part, si je devais faire le choix entre acheter une box littéraire tous les mois et soutenir un auteur indépendant, je ferais le deuxième. Maintenant, à chacun ses préférences, et je ne suis pas là pour jeter la pierre à ceux qui ont des abonnements à des box littéraires. Moi, je suis simplement là pour vous dire qu'il existe des alternatives pour obtenir de très beaux livres, de très beaux goodies, et en même temps de soutenir des personnes qui n'ont pas les mêmes moyens financiers qu'une grande maison d'édition. Finissons cet épisode sur quelques notes positives. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des éditions Nessian, mais il existe évidemment beaucoup de maisons d'édition qui sont plus petites et indépendantes et que l'on peut soutenir. Il faut voir que les grandes maisons d'édition aujourd'hui, elles ont leur lectorat. Donc elles ont moins de risques à délaisser certaines parties du processus quand il s'agit d'éditer un livre, que ce soit l'accompagnement de l'auteur, la correction, la création de la couverture, etc. Et ce sera la conclusion de cet épisode, puisque j'avais pas envie de finir en vous disant que toutes les maisons d'édition sont bonnes à acheter et ont simplement un objectif de vente, ce serait vous mentir. Il y a des grandes maisons d'édition qui ont des pratiques très éthiques, tout comme il y a des petites et moyennes maisons d'édition qui méritent plus qu'on les soutienne. D'ailleurs, sur France Culture, on peut lire « Les maisons indépendantes sont le laboratoire de la diversité littéraire ». Ce qui prouve bien que les petites et moyennes maisons d'édition ont quand même un impact sur le marché et doivent être soutenues pour permettre justement d'avoir une diversité qui soit bien plus enrichie que si on laissait les grandes maisons d'édition nous sortir les traductions à l'appel et des livres qui, on le sait, de toute manière vont faire des ventes. En bref, acheter chez des maisons indépendantes, c'est encourager une autre vision de l'édition.
Pour conclure cet épisode, je tiens à rappeler que critiquer des pratiques de maisons d'édition et les citer, ça veut pas dire les boycotter. Je suis une cliente chez Brajlon. J'ai adoré la saga du Pont des Tempêtes et j'ai acheté tous les livres en collector. De la même manière, je suis très avancée dans la saga Assoiffée de PKJ et même si j'ai pas aimé leurs pratiques dans la découpe des tomes, je finirai forcément par acheter les derniers. Le tout, c'était de pointer du doigt les mauvaises pratiques tout en mettant en valeur les bonnes pratiques que l'on retrouve chez les petites maisons d'édition et également chez les artistes indépendants. Mon but, c'est absolument pas de jeter la pierre à qui que ce soit, ni de culpabiliser les lecteurs qui achètent chez des grands groupes. Le message que je voulais faire passer dans cet épisode, c'est que être un lecteur informé, ça permet de prendre conscience que notre soutien auprès de plus petits acteurs peut vraiment faire la différence. Et de cette manière-là, on peut encourager des pratiques plus respectueuses et éthiques, que ce soit envers les auteurs ou envers les lecteurs. En bref, exigeons mieux, mais reconnaissons aussi ce qu'il y a déjà de bien sur le marché. Et donc, pour répondre à la question de ce podcast, est-ce que les maisons d'édition nous prennent pour des pigeons ? Oui, parfois, mais c'est aussi de notre responsabilité de lecteur de démontrer qu'on en a un petit peu marre, parfois, de se faire prendre pour des imbéciles. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous m'écoutez sur Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube, lâchez un petit like, abonnez-vous et mettez un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire bye!